Bonsoir à tous, bienvenue dans ce Carrefour Info en direct depuis Média TV. Au sommaire, la rubrique culture, Joshua Wagner, premier secrétaire porte-parole de l'ambassade des États-Unis au Maroc, et Noah Eisenberg, critique cinéma et auteur du best-seller We'll Always Have Casablanca. Ils nous parleront avec Hanan Harat des activités organisées à l'occasion de la commémoration de l'opération Torche du 8 novembre 1942. Dans le dossier du jour, Hanan Faro reçoit Salwa Tajri, chef de division de la planification et de la coordination au sein du ministère chargé de l'économie sociale. Elle s'intéresse au salon dédié à l'économie sociale et solidaire, un salon organisé en ce moment même à Casablanca. On commence avec le journal de la rédaction. Voici les titres. À la une de ce journal, cette déclaration hier d'Horst Köhler, l'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU pour le Sahara, s'est dit encouragé. Une déclaration faite à des journalistes qui l'interrogeaient sur le déroulement des consultations. C'est à l'issue d'une réunion avec les membres du Conseil de sécurité. Et puis en Algérie, les électeurs ont commencé à se rendre aux urnes aujourd'hui. Ils désignent leurs élus communaux et départementaux dans un contexte économique et social morose. Pour les 22 millions d'électeurs appelés à se prononcer, les bureaux devraient fermer à 19h, heure locale. Et puis au Maroc, c'est parti pour la deuxième opération de régularisation des étrangers. Il se poursuit jusqu'au 31 décembre prochain. Il vise le traitement d'au moins 82% des dossiers présentés. C'est ce qu'a indiqué le président du Conseil national des droits de l'homme. On ouvre d'abord le dossier du Sahara marocain et ses déclarations hier d'Horst Köhler, l'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU pour le Sahara, qui s'est dit encourager. Une déclaration faite à des journalistes. Il interrogeait sur le déroulement des consultations à l'issue d'une réunion à huis clos avec les membres du Conseil de sécurité, membres qu'il a briefé notamment sur la dernière tournée dans la région. C'est un récit signé Souha Boutaha. Le Conseil attend avec impatience son implication, sa vision et son leadership. C'est ce qu'a indiqué le président du Conseil de sécurité pour le mois de novembre, l'ambassadeur d'Italie à l'ONU, Sebastiano Cardi, au sujet de Horst Köhler, l'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU pour le Sahara. Horst Köhler était invité au Conseil de sécurité ce mercredi pour son premier exposé sur la question du Sahara. Les membres du Conseil estiment que la récente tournée de Horst Köhler est de nature à insuffler une nouvelle dynamique nécessaire pour faire avancer le processus politique. C'est en tout cas ce qu'a affirmé Sebastiano Cardi. Les 15 membres du Conseil ont également exprimé leur soutien aux efforts entrepris par le nouvel envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU. Le président du Conseil de sécurité a ajouté que le Conseil devrait attendre les prochaines étapes que Horst Köhler entreprendra pour faire avancer le dossier. Après des consultations tenues à huis clos avec les membres du Conseil qu'il a briefés, notamment sur sa dernière tournée dans la région, Horst Köhler s'est pour sa part dit encouragé. Avant le début de ces consultations, l'ambassadeur de France à l'ONU, François Delattre, avait déclaré à la presse que la récente visite dans la région de Horst Köhler s'inscrivait dans le cadre du nouvel élan pour le règlement de la question du Sahara. Les membres du Conseil ont par ailleurs exprimé leur appréciation des efforts fournis par la représentante spéciale de l'ONU pour le Sahara, la Canadienne Kim Bolduc, durant ses 3 années de service et réitéré leur soutien constant à la MINURSO. Cap sur l'Algérie. À présent, les électeurs ont commencé à se rendre aux urnes aujourd'hui, donc pour les élections et pour désigner justement leurs élus communaux et départementaux dans un contexte économique et social morose. Pour les 22 millions d'électeurs appelés à se prononcer, les bureaux devraient fermer à 19h heure locale. Les résultats officiels sont attendus demain. La participation est le principal enjeu du scrutin. Selon les observateurs, le Front de Libération Nationale au pouvoir depuis l'indépendance et son allié, le Rassemblement national démocratique, sont assurés de l'emporter. Je vous propose maintenant le décryptage de Kader Abdrahim, chercheur spécialiste du Maghreb. Il répondait au micro de nos confrères de Radio Méditerranée Internationale.
L'abstentionnisme est devenu aujourd'hui le principal acteur politique en Algérie, malheureusement. Donc je ne pense pas que les élections communales qui ont lieu ces jours-ci dérogeront quasiment à ce qui est devenu une règle en Algérie. C'est ça qui est terrible, c'est une tragédie dont on ne prend pas conscience. À partir du moment où les citoyens des pays se détournent de la vie de leur pays, qu'est-ce qu'il reste? Ça signifie simplement que ce pays a modifié le rapport qu'il y a entre les citoyens et ceux qui les dirigent. Donc c'est terrible. S'il n'y a pas de prise de conscience rapide, voilà un grand pays qui a un rôle important à jouer, qui pourrait lui aussi sombrer dans un chaos institutionnel, compte tenu du fait que le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, est, comme chacun sait, malade, que la question de la succession n'est pas réglée et que s'il venait à disparaître, on ne sait absolument pas comment cette succession se déroulerait. En quittant l'Afrique pour l'Europe et on revient sur la crise catalane, le parti du président séparatiste catalan Carles Puigdemont, le président destitué, joue la carte de l'apaisement. Il envisage de privilégier la négociation avec l'État espagnol. Il renonce donc à une rupture unilatérale selon sa coordinatrice générale. La bilatéralité est nécessaire, a-t-elle déclaré à une radio espagnole. Les deux principaux partis séparatistes n'incluront donc pas la rupture unilatérale dans leur programme électoral pour participer aux élections régionales, des élections convoquées pour le 21 décembre par Madrid. Au Proche-Orient à présent, les partis ou les groupes palestiniens réunis au Caire se sont séparés sur un lointain appel à des élections. Un scrutin législatif et présidentiel d'ici la fin de l'année 2018. 13 formations palestiniennes se sont retrouvées mardi et mercredi dans la capitale égyptienne. Objectif, tenter de maintenir la dynamique d'un accord conclu le 12 octobre, un accord entre le Fatah et le Hamas. Après 10 ans de dissensions délétères, les deux groupes se sont entendus le 12 octobre pour que le Hamas transfère d'ici au 1er décembre à l'autorité palestinienne les pouvoirs dans la bande de Gaza. Et on s'intéresse à présent à la guerre contre Daesh. L'Irak a lancé aujourd'hui dans le désert l'ultime bataille pour éradiquer le groupe extrémiste. Cette opération intervient 3 ans après que Daesh a mis la main sur le tiers du pays. À l'issue de cette bataille, le Premier ministre Haïdar al-Abadi devrait annoncer la défaite totale en Irak du groupe terroriste. Et dans la crise syrienne, le Kremlin effectue un travail intensif pour organiser une réunion en Russie, une réunion entre gouvernement syrien et opposition selon la Russie, et cela malgré des réserves d'Ankara qui s'opposent à l'intégration des milices kurdes au processus de règlement de la crise. Nous l'évoquions hier, le président russe Vladimir Poutine a annoncé que la Turquie et l'Iran ont soutenu son initiative pour un congrès du dialogue national syrien. Et c'était à l'occasion d'un sommet à Sochi avec ses homologues turcs Recep Tayyip Erdogan et iranien Hassan Rouhani. Ce serait la première visite d'un président turc en 65 ans en Grèce. Recep Tayyip Erdogan doit se rendre dans le pays dans les prochains jours et cette visite aura des résultats significatifs selon le vice-premier ministre turc. Erdogan s'était déjà rendu à Athènes en tant que Premier ministre, poste qu'il a occupé entre 2003 et 2014. D'autres rencontres à haut niveau entre les deux pays ont eu lieu ces derniers mois. On enchaîne maintenant avec ces développements dans la crise des Rohingyas. Des centaines de milliers de musulmans devraient être rapatriés dans les 2 mois en vertu d'un accord signé ce jeudi entre la Birmanie et le Bangladesh. Ils ont franchi la frontière pour échapper à une campagne de répression de l'armée birmane dans l'État d'Arakan. Les organisations de défense des droits de l'homme et plusieurs pays occidentaux accusent l'armée birmane de se livrer à des exactions de grande ampleur dans cette région de l'ouest du pays.
Retour en Afrique, au Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa s'apprête à prendre les rênes du pays. Sa priorité, reconstruire l'économie après les 37 ans du règne de son prédécesseur. Son prédécesseur, Robert Mugabe, le nouvel homme fort du pays, sera officiellement investi chef de l'État demain, vendredi. La cérémonie s'annonce grandiose. Le parti au pouvoir a convoqué les Zimbabwéens de tous bords dans le National Sports Stadium d'une capacité de 60 000 places, rappelant qu'à 93 ans, Robert Mugabe a cédé sa place sous la pression de l'armée, de la rue et de son parti. Le Maroc multiplie les efforts pour assurer une meilleure intégration aux étrangers en situation irrégulière. La deuxième opération de régularisation de ces étrangers se poursuit jusqu'au 31 décembre prochain. Elle vise le traitement d'au moins 82% des dossiers présentés à l'instar de la première opération. C'est ce qu'a indiqué aujourd'hui le président du Conseil national des droits de l'homme, Driss Yazami. C'était en marge de la première réunion de la Commission nationale du recours, tenue hier. Une rencontre pour examiner les premiers résultats de cette opération lancée en exécution des hautes instructions du roi Mohammed VI en décembre dernier. Au Maroc, toujours, on revient maintenant sur la célébration de la journée nationale de lutte contre le cancer. Marrakech a accueilli hier la princesse Lalla Selma, présidente de la fondation Lalla Selma pour la prévention et le traitement des cancers. À cette occasion, elle a remis le prix national au professeur Hassan Rehani, l'un des premiers oncologues marocains. Reportage de Raja Fadli et Kamal Rounaïm, le récit est de Souha Boutaha. Célébration à Marrakech de la journée nationale de la lutte contre le cancer. À cette occasion, la princesse Lalla Selma, présidente de la fondation Lalla Selma pour la prévention et le traitement des cancers, a présidé la cérémonie de présentation de la synthèse et des recommandations de la conférence Cancer du sein au Maroc, une approche globale organisée en début de semaine. Un séminaire qui avait pour objectif de faire le point sur les avancées réalisées et les résultats des actions entreprises dans le cadre du plan cancer 2010 et 2019 visant à prévenir, détecter et traiter le cancer du sein. La princesse Lalla Selma a remis le prix national au professeur Hassan Rehani, l'un des premiers oncologues marocains. Il est le fondateur du premier diplôme national de spécialité en oncologie et actuellement membre du comité scientifique de l'Institut de recherche pour le cancer de Fès. C'est un honneur pour toute la spécialité d'oncologie au Maroc. On a démarré en 2004. Il y avait à l'époque un seul oncologue au Maroc. Aujourd'hui, on compte un oncologue universitaire et 110 oncologues spécialistes qui ont, à travers leur travail, permis de faire un saut remarquable dans la lutte contre le cancer dans le royaume. Tout ceci s'est fait en collaboration avec l'association Lalla Selma de lutte contre le cancer. Le professeur Claude Chardot, pionnier de la lutte contre le cancer en France, s'est vu pour sa part décerner le prix international pour la lutte contre le cancer par la princesse Lalla Selma. Il a activement participé à la création, notamment, de l'Institut national d'oncologie de Rabat. Voir les développements énormes qui se sont faits depuis par l'action de la Fondation et puis les universités et le ministère de la Santé. C'est quelque chose d'énorme qui est fait là, incroyable, et qui est exemplaire pour toutes sortes de pays subsahariens d'Afrique. Selon le ministère de la Santé, 40 000 nouveaux cas de cancer sont diagnostiqués chaque année au Maroc. 36% des femmes atteintes de la maladie sont frappées par le cancer du sein. C'est le cancer des poumons qui touche le plus les hommes avec 22% de cas diagnostiqués. Plus de 200 000 personnes atteintes de cancer sont chaque année prises en charge. Depuis plusieurs années, le Maroc a réalisé d'importants progrès et avancées dans la lutte contre le cancer. La cérémonie présidée par la princesse Lalla Selma a par ailleurs été clôturée par un concert exceptionnel du Deutsche Philharmonic Merck, offert par la Merck Family Foundation. Allez, on part en Côte d'Ivoire à présent. La 4e édition du Salon de l'agriculture et des ressources animales se poursuit. Nos reporters Fama Dione et Romal Dago ont fait une excursion dans la forêt en miniature du Sahara. C'est un stand hors du commun. Je vous invite à le découvrir. Reportage. Bienvenue dans la forêt ivoirienne. Ici, la flore est totalement reconstituée du nord au sud du pays, avec des plantes diverses pour montrer
la richesse de la verdure ivoirienne. Ce stand aux allures de forêt est une invitation au reboisement à travers le concept zéro déforestation. Toute personne qui fait tout ce tour pourra comprendre qu'est-ce qu'on a perdu, parce que la plupart du temps, ce qui est là n'existe plus dans le milieu naturel. Il faut dans les parcs et certaines forêts classées. C'est montrer que notre nature regorge de merveilles. C'est peut-être souvent par ignorance que nous n'avons pas la culture de planter un arbre. Le couvert végétal ivoirien est gravement menacé depuis plusieurs années. Les autorités ivoiriennes invitent dès lors à la sauvegarde des espèces en voie de disparition et à la protection de la nature. Toutes les sociétés, toutes les personnes qui investissent dans les cultures pérennes en Afrique de l'Ouest, comme nous, doivent être tout à fait conscients de l'importance de préserver les écosystèmes naturels. Et comme ça a été très bien mis en avant par le guide sur cette visite, la meilleure façon de protéger la forêt, c'est aussi d'être plus performant sur les espaces qui sont plantés. Selon le code forestier, la superficie des forêts ivoiriennes est passée de 7,8 millions d'hectares en 1990 à 3,4 millions en 2015. Dès lors, il s'agit pour ce groupe de sensibiliser la population ivoirienne, en particulier celle du monde rural, à la sauvegarde et à la protection de la biodiversité. Il est considéré comme le plus grand rucher traditionnel du monde et sans doute le plus ancien. Le rucher d'Inzerki est un trésor du patrimoine berbère au Maroc. La région est réputée pour une production moyenne mais de qualité supérieure. Brahim, apiculteur et gardien du rucher, y a accueilli nos reporters Kiltoum El-Hassa et Faisal Abrouche. C'est un récit de Férouz Bentalb. Dans la région d'Inzerki, affiliée à la province de Taroudant, se situe l'un des plus grands et des plus vieux ruchers traditionnels du monde. Ce rucher a été bâti au début du XVIe siècle, en pleine forêt, bordé de tous parts par les rayons du soleil et profite à 20 familles de la région. Brahim est l'un de ceux à avoir hérité du métier d'apiculteur de ses aïeux. Ce rucher est le plus grand et le plus vieux au monde. Il a été bâti en 1520 dans un emplacement stratégique, ensoleillé et au milieu de la forêt. Nous élevons les abeilles et produisons le miel de manière traditionnelle. Certes, la production n'est pas très importante, mais la qualité est meilleure. La récolte du miel passe par différentes étapes. L'isolement, la pression de la cire de miel dans un réceptacle d'argile et pour finir, son épuration et sa conservation dans des bocaux en verre. Je ramène la cire du rucher, je la découpe en petits morceaux, la presse, puis je la mets dans un égouttoir d'argile pour l'épuration. La région d'Inzerki est réputée pour la qualité supérieure de son miel, dont la composition est faite à base de plantes naturelles telles que l'argan, la lavande ou encore le thym. Toutefois, la succession de longues périodes de sécheresse reste le plus grand problème des apiculteurs de la région. Direction la capitale marocaine, Rabat, la 4e édition du Salon des musiques d'Afrique et du Moyen-Orient, Visa for Music, se tient jusqu'à samedi. Pour ce nouveau volet, les organisateurs ont reçu plus de 1000 candidatures d'artistes. Le jury a retenu une quarantaine de groupes. Vous le voyez sur ces images, les spectacles de cette première journée ont débuté avec 3 Emma, Marema pour le Sénégal, Queen Coumba du Gabon ou encore Kaligé pour le Maroc. Voilà, c'est la fin de cette édition. L'essentiel de l'actualité économique, c'est dans un instant avec Oumaïma Sibila. À tout de suite.